ce poème. En plus, je joue très bien au football. Je suis un gardien de but. J'ai déjà joué dans un club dans ma ville. Et autre chose, je sais bien être un bon coiffeur. Je peux bien couper les cheveux. C'est un hobby spécial pour moi. Je le considère comme un artiste qui dessine le visage et le rend en bonne forme. Euh, c'est tout. Un peu, je parle de ces hobbies et j'espère que le poème vous a plu. Merci, Monsieur Hillel. C'est le temps que vous m'avez demandé. Bien sûr, c'est un poème très sympa. Alors, on passe le micro aussi à Monsieur Philippe. Monsieur Philippe, parlez-nous de vos passions. Déjà, bravo pour ce poème. C'est toute une sensibilité qui est très intéressante. Je tenais à le dire. Alors, malheureusement, moi, je vais être peut-être moins poétique. Mes passions, avec l'âge, ont évolué. Ma première passion, et c'est vrai ce que je vais dire, ça a été mon travail parce que j'étais passionné par mon travail après mes études. Mon travail et le sport. Le sport était pour moi le fait de pouvoir sortir du travail, même si, et je me répète, le travail était vraiment quelque chose de passionnant où j'ai évolué assez vite. C'est tout ce qui était intéressant. Dans le travail, ce qui m'a passionné, dans le travail que je faisais, ce qui m'a passionné, c'est essentiellement l'échange avec les gens. Essayer de comprendre l'être humain. C'est difficile. Je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, mais c'est quelque chose d'intéressant. La communication et comprendre l'autre. Après, le sport, ben moi aussi, comme Mohamed, moi j'ai joué au football à un certain niveau, mais bon, il y a très longtemps. Et puis, j'ai été passionné par un deuxième sport qui est l'équitation. J'ai toujours été en équitation un amateur, mais avec la chance que j'ai eue dans ce domaine d'être encadré par des vrais professionnels. Et voilà, je ne vais pas m'en cacher, j'ai pu tourner. Alors, l'équitation aussi. Il y a plusieurs formes d'équitation, de compétition, mais moi, j'ai fait essentiellement, et pratiquement à 100%, que ce qu'on appelle du concours complet ou en anglais le three-day events, c'est-à-dire les 3 disciplines, dressage, saut d'obstacle et ce qu'on appelle le cross. Voilà, à un niveau international et même les Jeux Olympiques. Mais en tant qu'amateur, donc c'était passionnant. Avec l'âge, c'est la même chose. Le football, l'équitation, c'était devenu de plus en plus compliqué. Et je me suis tourné vers une autre passion que j'avais laissée un petit peu de côté pendant 13-14 ans, qui est, alors je peux choquer, excusez-moi, hein, mais qui est l'activité de la chasse. C'est mon activité aujourd'hui principale. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la nature. Comme vous l'avez vu, malgré mon travail, j'ai toujours fait du sport et l'équitation, on est totalement dans la nature, dans ce que je faisais. Et donc, j'ai retrouvé ça dans la chasse qui me permet d'être dans la nature et d'essayer là aussi, alors ce qui peut être surprenant, hein, je comprends, je pense que je suis ouvert au dialogue, mais il y a une relation, vraiment, que j'ai du mal à m'expliquer entre l'humain et l'animal. Et là, on retrouve un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure des relations humaines. Je suis persuadé qu'il peut y avoir des relations avec les animaux. Alors, la chasse peut aller jusqu'à la mort, on est d'accord, mais je considère que c'est un acte de gestion à terme. Voilà.
Aujourd'hui, on ne va pas rentrer forcément dans le débat, mais on s'aperçoit, et ça c'est prouvé, que les zones où il y a une régulation avec un quota minimum à respecter, il y a de plus en plus d'animaux. Et on s'aperçoit qu'au contraire, les zones où il n'y a pas de régulation, les animaux disparaissent. Mais bon, je suis ouvert au débat. Voilà aujourd'hui mes passions. À 62 ans, c'est plus encore un peu le travail, voir les gens, discuter avec les gens, et puis l'activité synégétique de la chasse. Voilà. Mais Monsieur Philippe, quel genre de chasse exactement aime le Français actuellement? Par exemple, il aime la chasse, par exemple, au fusil, au filet. Quel genre exactement? Alors, l'être humain a évolué rapidement et j'ai vu une évolution, ça fait 30 ans hein, que je m'occupe de ça. Les francophones aujourd'hui chassent essentiellement au fusil et de plus en plus à l'arc pour les jeunes. L'arc parce que ça permet d'approcher encore plus l'animal. La chasse à court diminue, c'est logique quelque part. Et le chasseur français aujourd'hui est plus, pour une raison de densité d'animaux, plus un chasseur de ce qu'on va appeler grand gibier que de petit gibier, c'est-à-dire plus le grand gibier que les oiseaux, par exemple. Mais ça, c'est dû essentiellement aux densités d'animaux qui malheureusement diminuent en France comme dans beaucoup de pays, essentiellement de par l'agriculture intensive et les produits pesticides. Et on va poser la question d'une autre manière. Et quelle sorte de gibier ou bien de proie il préfère? Le français, c'est le wild boar en anglais, c'est-à-dire le sanglier, le porc sauvage. Ça, c'est la passion des Français. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup en France, donc ils ont aussi le moyen, en allant près de chez eux, de pouvoir le chasser. Et après, on a le cerf, c'est-à-dire le cerf élave, c'est-à-dire le red stag en anglais, qui sont les grands cerfs européens. Voilà les deux gibiers de prédilection ou animaux de prédilection pour les Français. Mais merci. Je vous en prie. On passe le micro à Rosa. Rosa, parlez-nous un peu de vos passions. Quand vous étiez trop petit et quand vous étiez un peu jeune et vos passions maintenant. Merci pour la gêne. Alors, quand j'étais petite, alors j'ai joué avec mes copines, beaucoup dehors, à l'air ouvert, c'était super. Mais quand j'étais, par exemple, adolescente, j'ai passé beaucoup de temps à lire. J'ai lu, je pense, la plupart des livres, des classiques pendant mon adolescence. Et c'est vraiment important pour moi de transmettre aussi à mes enfants. Je leur dis toujours, vous devez cultiver vos passions. C'est très important de cultiver les passions dès qu'on est petit. Alors, par exemple, ma fille, la plus grande, aime la danse. OK? Alors, j'ai dit, tu dois jamais l'abandonner, même s'il ne sera pas ton travail. Alors, si un autre aime la musique, j'ai dit, tu dois cultiver toujours la musique. Moi, j'ai en tout cas cultivé les langues étrangères. Dès que j'étais petite, mon père travaillait en Suisse, alors je cherchais toujours à communiquer. La communication était mon loisir préféré. Et quand je me trouvais en Suisse, par exemple, je cherchais les copines suisses ou des autres pays, parce que mon père travaillait dans une entreprise internationale, donc il y avait des Portugais, je sais pas, des Espagnols. Alors dès là, j'ai commencé à découvrir ma passion, de chercher à comprendre les autres langues et de commencer à les cultiver, à les étudier. C'est là quand j'étais petite. Et cette passion,
Moi, je fais un travail, je dis que ce n'est pas un travail. J'enseigne le français, mais c'est une grande passion. Je suis passionnée de la langue française. Et quand j'ai... mon loisir préféré, c'est de lire. Lire encore des poèmes en langue française, lire, je ne sais pas, les poèmes aussi de Monsieur Elmansi qui me donnent beaucoup de bonheur, écouter ses chansons qu'il a créées pour le projet. Et moi, je suis aussi une créative, donc je cherche toujours à créer quelque chose avec les élèves. Je ne sais pas, je n'utilise jamais d'une façon mécanique les numériques, mais je cherche toujours à créer quelque chose de nouveau, de nouvelles. Par exemple, la chanson qui a été composée par Monsieur Elmansi, pour Mohamed Elmansi, mon cher ami, a été, j'ai invité les élèves à la décrire avec les images, avec leurs dessins. Et c'est là, c'est unir deux formes d'art, les dessins, la musique. Donc, je cherche toujours la synesthésie. Je cherche toujours à comprendre à travers toutes les sensations. Et une autre grande passion que je cultive est le voyage. C'est le voyage, c'est voyager. Et c'est pour le moment a eu un arrêt, mais j'espère de reprendre. Et ma plus grande passion, c'est programmer les voyages, qui peut-être c'est une chose plus belle que le voyage même. Parce que rêver, ce qu'on va faire, nous donne une grande joie. Je suis une grande rêveuse. Voilà. Alors, vous avez fait beaucoup de voyages, ou bien vous avez visité beaucoup de pays. Quel est quel pays vous a plu le plus? Alors, chaque voyage me donne toujours une grande émotion. Surtout les voyages, par exemple, quand je suis venue en Égypte il y a 2 ans, et j'ai éprouvé une grande émotion parce qu'au fur et à mesure que j'ai visité, je ne sais pas, Giza, les pyramides, je me rappelais de mes livres d'histoire quand j'étais petite, quand j'étudiais la civilisation égyptienne. Mais après découvrir la partie moderne, qui je n'imaginais jamais de trouver, ça m'a donné donc de nouvelles connaissances. Mais tous les pays que je visite, je répète, m'ont toujours donné de grandes émotions. Sûrement l'Égypte, parce que surtout les pays où je vais trouver des amis. Parce que les voyages, pour moi, ce n'est pas seulement les monuments, les paysages, mais je fais un voyage sentimental avec mon cœur. C'est-à-dire, j'aime rencontrer les gens, les personnes, communiquer avec elles. Et connaître, parce qu'à travers les personnes, on connaît mieux la civilisation, on connaît mieux la réalité, les quotidiens. Je n'aime pas les tourismes, visiter les lieux touristiques par excellence, mais découvrir les personnes. Et surtout, quand je trouve des amis, parce que par exemple ici, j'ai déjà rencontré Monsieur Elmansi ou Madame Iman. C'est une grande joie de la voir. Et quand je la vois, je me rappelle les lieux où nous étions ensemble à Siwa, au centre du désert. On a découvert une grande amitié. Donc, il y a toujours de l'humanité dans mes voyages. Ce n'est pas seulement la photo avec les monuments, mais il y a toujours des cœurs, il y a toujours des sentiments réels derrière mes voyages. Ok, finalement, je crois que vous êtes italienne, mais d'origine française. Non, je ne suis pas d'origine française. J'ai habité longtemps en Suisse parce que mon père travaille en Suisse. Non, je désigne très bien que vous aimez le français. Passionné, c'est ma passion, la langue française.
Ok, Parce merci Rosa. Merci. On passe à Madame Imen Abdel Nasser. Madame Imen, je vous passe le micro, Madame Imen. D'accord, d'accord. Avant de commencer, s'il vous plaît, Asma Ahmed, Ustaz Asma, désactivez le micro, s'il vous plaît. Désactivez ou bien fermez le micro. Oui, c'est à vous, Madame Imen. On vous écoute. D'accord. Peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de me présenter les 2 dernières fois parce que j'entrais un peu en retard à chaque fois. Et donc, je me présente un peu. Je suis maître de conférence à l'Université de Tanta, à la faculté des lettres, département de français. Donc, j'ai fait une thèse de magistère et une thèse de doctorat. La première, c'était sur Prévert. C'était vraiment mon passion, Prévert. J'aimais beaucoup Prévert. Je l'ai découvert en étant à la faculté. Et, j'aime beaucoup la poésie, en fait. Et j'ai découvert Prévert en étant étudiante au département de français. Et le premier poème que j'ai beaucoup aimé, c'était pour faire le portrait d'un oiseau. Et j'ai beaucoup aimé Prévert à cause de ce poème. Et ensuite, j'ai lu plus Prévert. Et à la lecture de Prévert, j'ai travaillé dans ma première thèse sur Prévert, auteur pour enfants. Et donc, personne n'en a pas parlé, en fait, comme recherche, je veux dire, mais il était, ses œuvres, ses poèmes étaient faits par Junior et par Folio Benjamin et tout ça comme petits poèmes pour enfants, mais il a fait un film aussi et tout ça. Et donc, j'ai travaillé sur l'œuvre de Prévert pour enfants dans ma thèse de magistère. Ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat sur Céline, et Céline n'était pas ma passion du tout. Louis Ferdinand, Céline, c'était un peu le contraire. Mais bon, j'ai travaillé sur le descriptif dans l'œuvre romanesque de Céline, Le voyage au bout de la nuit. Donc, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, pour ne Les patients. pas… Voilà, les patients. Donc, comme Monsieur Adrien a dit, ça change avec le temps. C'est-à-dire, quand j'étais petite, c'était mon père qui nous poussait vers la lecture et vers le sport. Lui, il aimait beaucoup le sport. Il a fait beaucoup de genres de sport et il aimait la lecture. Donc, il nous apportait tout le temps des magazines pour enfants. Il nous invitait à lire, même les journaux. Il nous fait lire les journaux et tout ça. Et c'est lui qui, peut-être, que c'est à cause de lui que j'ai beaucoup aimé la lecture et la poésie. Mais j'ai beaucoup été douée pour les sports aussi. J'aimais beaucoup les sports. Je faisais tout le temps la natation. J'adore la natation jusqu'à maintenant. Dès que j'ai le temps et une place où il y a des lieux pour les femmes pour faire la natation, je le fais tout le temps, même avec mes enfants qui ils deviennent un peu grands maintenant, mais en fait, on aime à jouer ensemble, à nager ensemble et tout ça. J'ai aussi joué du basketball un peu. J'ai aussi joué un peu de tennis de table. Donc, jusqu'à maintenant, je regarde beaucoup et j'aime beaucoup jouer avec mon fils qui est le Benjamin qui a 12 ans. Je l'encourage à aller jouer. On va jouer au football ensemble, on va jouer au basketball ensemble, n'importe quoi. Juste pour bouger un peu. J'adore faire du sport, bouger et tout ça. Donc, lecture, ensuite sport. Ensuite, je me trouve douée pour les langues. Comme ça, j'ai découvert quand j'ai été à la faculté que j'apprends vite les langues. Je parle très bien l'anglais aussi, je parle bien le français, l'arabe. Même quand j'ai passé en Italie avec mon mari, j'ai eu un petit livre comme ça avec les mots en italien et j'essayais de parler italien en Italie. J'ai visité Venise.
Voilà, et l'espagnol, je trouve l'espagnol et l'italien très proches du français, donc je trouve pas beaucoup de problèmes à essayer de parler d'autres langues. Et je me sens douée pour les langues et j'aime beaucoup les langues et apprendre et voir les différences entre les langues et tout ça. Voilà. Ensuite, une autre passion, c'était les voyages. Quand j'ai fait le premier voyage, j'ai été accompagnatrice des étudiants, je veux dire hors de l'Égypte. J'étais accompagnatrice d'un groupe d'étudiants et on est allé à Poitiers où il y avait un stage à l'Office audiovisuel. Et ensuite, je suis allée encore une fois pour une année. Je suis allée à La Rochelle, puis je suis allée pour un stage pour moi-même à l'ESIT, l'École supérieure d'interprètes et des traducteurs, où j'ai passé un an de stage là-bas. Et ça m'a permis de faire des visites partout en France. Dès qu'il y avait une visite, je ne sais pas, j'ai fait des choses un peu bizarres, quoi. J'ai fait une visite à Dunkerque où il y avait un carnaval et on portait des vêtements. J'ai porté un vêtement d'une amie marocaine ce jour-là. J'ai fait la Côte d'Azur, j'ai fait même un stage maritime sur le Bélem, de Lorient à Cherbourg, passant par l'Atlantique et le Manche, tout ça. J'ai fait tout le Côte d'Azur et j'ai fait même un voyage religieux, Saint-Jacques, le voyage le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Du sud de la France à l'Espagne et tout ça, on est allé jusqu'à l'Espagne pour faire tout le trajet qu'a fait Saint-Jacques de Compostelle, ou on dit Saint-Jacques de Compostelle en espagnol. Donc, j'aime beaucoup les voyages et je garde toujours des souvenirs j'aime beaucoup la photographie aussi, j'aime beaucoup prendre des photos tout le temps, surtout avec les amis que je connais. Et je faisais aussi, j'avais une activité avec les amis. J'écrivais beaucoup de lettres. Quand il y avait l'activité épistolaire, maintenant, c'est plus, on écrit sur WhatsApp ou sur Facebook, c'est pas la même chose. Mais j'avais une activité épistolaire, j'aimais écrire des lettres. Voilà. Merci, Madame Iman. Merci, Madame Iman. On va s'arrêter pour 2 minutes. On va recommencer. Oui, Adrien, il est arrivé. Bonsoir, Adrien. Elle a terminé le travail. Nous avons 2 minutes de pause. Et ensuite, on va recommencer. Je vais vous envoyer le lien tout de suite. Monsieur Dr Taha Rujdi vous passe l'excuse parce qu'il a un problème concernant son portable. On va recommencer. Monsieur Mohamed Atiya. Monsieur Mohamed. Après la pause, on commence maintenant, ça va s'arrêter. Non, c'est Monsieur Mohamed Atiya. C'est à vous de nous parler. C'est à vous de nous parler de vos patients. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. En classe, en présentiel et aussi en distanciel. Ça dépend. Nous avons des classes où nous avons des cas positifs. Donc, ils restent à la maison pendant 15 jours, puis ils rentrent, puis il y a des autres. C'est un peu… Mais l'après-midi, je donne des cours à des élèves pour les projets, mais en ligne. Parce qu'on ne peut pas réaliser des projets extrascolaires à l'école. On ne peut pas les faire. On ne peut pas mélanger les classes. Hein? Parce que les projets, tous ces, on prend des élèves d'une classe, des élèves d'autres classes. Je ne peux pas, c'est terrible. Et donc, je continue, mais en ligne. Je dois le faire, c'est… Je ne me sens pas trop motivée, mais je cherche à me motiver. Ah, Monsieur Francis. Oui, Bonsoir. c'est mieux que de ne pas le faire, quoi.
Ah ouais. Ouais, c'est mieux que rien. Et ton enfant, ça va? Ça va, il va bien, alhamdoulilah. Je me rappelle de lui très bien. Tiens, pour que M. Mohamed Atiyah. Ok, on passe le bonsoir à monsieur, notre grand professeur, monsieur, je ne sais pas comment dire en français, mais monsieur, le grand monsieur, monsieur Francis. Moi, bonjour à tous. Bonjour. Tout le monde m'entend? Oui, oui, on vous entend. Alors, je suis vraiment désolé de mon retard, mais les encombrements parisiens sont terribles en temps de pandémie, de Covid et de neige. Il y avait beaucoup de neige aujourd'hui à Paris et la circulation était très difficile. Mais nous avons eu une très belle journée, ciel bleu ensoleillé, avec -2 ou -3 degrés. Alors, Hilal, de quoi est-il question? La question, c'est notre première question. On parle d'abord de nos passions, mais c'est à vous de nous parler de vos passions quand vous étiez petit et quand vous étiez jeune et quand vous étiez encore jeune maintenant. Oui. Ah oui, Monsieur Francis, c'est à vous de parler et ensuite on passe à Monsieur Mohamed Atiyah. Alors, quand j'étais tout petit, j'avais la passion de la chasse aux escargots. Et en particulier parce que le matin, je me levais à 5 heures du matin, je mettais mes bottes, on était en Normandie, je prenais mon bâton, je prenais ma musette et j'allais chercher et chasser des escargots. Et je les rapportais et ma grand-mère me faisait des escargots à l'ail, au beurre à l'ail. C'était un délice. Voilà. Alors, parmi les autres passions alors, j'aimais bien aussi aller traire les vaches. Traire les vaches comme ça, et avec les copains, on s'aspergeait avec le pis des vaches, comme ça. Qu'est-ce que j'aimais bien quand j'étais petit? Alors, quand j'aimais bien lire La Comtesse de Ségur. Des romans des romans comme La Sœur de Gribouille, François le Bossu, voilà, des romans qui étaient écrits par la comtesse de Ségur, née Rostopchine. Et je crois que c'est ça qui m'a donné l'amour de la lecture. Parce que quand j'étais adolescent, je me suis mis à dévorer, alors d'abord des romans policiers, des romans de gare, ce qu'on appelle des romans de gare, c'est-à-dire de la sous-littérature populaire, les OSS 117, les San Antonio, des choses comme ça. C'était bon, c'était pas des livres d'intellectuels, mais ça m'a dirigé vers d'autres littératures. La littérature américaine, par exemple, Hemingway, Dos Passos, Faulkner, voilà. Et à partir de 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à dévorer toutes les littératures. Voilà. Toutes les littératures. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir lu L'immeuble Yacoubian. Ça vous dit quelque chose? D'un auteur égyptien. L'immeuble Yacoubian. Est-ce que quelqu'un me répond? Oui, Amal Yacoubian, c'est tourné en film en Égypte. Alors, oui, il y a eu le film. C'est pour notre
notre scénariste Hamid, monsieur Wahid Hamid, c'est Wahid Hamid qui a écrit l'histoire de ce film-là. Mais le livre, le roman est absolument magnifique. Ouais. Voilà. Alors, j'ai l'amour de la lecture et de l'écriture. J'écris. Excuse-moi. Voilà. Là, c'est Amarat Yaqoubian. Le roman que Wahid Hamid il a tourné ce roman en film. Absolument. Ah, c'est Adil Imam qui a été la star de ce film. Oui. Oui, c'est à vous. Oui, oui, continue. Monsieur Francis. Oui, oui. Ah, mais les passions, j'aime faire la cuisine. J'adore ça. J'aime faire le marché. Aller voir mes copains bouchers, poissonniers que je connais, avec qui je discute. Qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup nager. J'aime nager. Je suis un poisson, natif du poisson. Qu'est-ce que j'aime encore? J'aime, par exemple, aujourd'hui, on a fêté les 34 ans de ma deuxième fille. C'était son anniversaire et on a passé une très très belle journée d'anniversaire chez elle à Paris. Et j'aime les grandes tablées familiales. Chez mon père et chez mon beau-père et ma belle-mère, ma femme est une femme de 9 enfants. Et quand on allait chez mes beaux-parents, qui sont malheureusement décédés maintenant, il y avait des tablées de 25 ou 30 personnes. Et on passait la journée à table, à discuter, à rire. Et j'aime ces grands moments familiaux. On a perdu maintenant ces moments familiaux. C'est vrai? Merci. Merci. Mais Inch'Allah, on va le faire, Inch'Allah, prochainement. Inch'Allah, la Covid va disparaître. On va s'y réjouir de notre vie. Monsieur Mohamed Atiya, je vous passe le micro, Monsieur Mohamed Atiya. Mais avant de parler, s'il vous plaît, présentez-vous, Monsieur Mohamed. D'accord. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous. Moi, c'est Mohamed Atiya, professeur de français à Zagazig, en Égypte. J'ai 39 ans. D'accord. Je suis très, très, très heureux d'être parmi ce groupe et de faire des connaissances à des personnages qui ont plus d'expérience que moi, des francophones de partout dans le monde. C'est un vrai plaisir. Moi, je suis arrivé en retard aujourd'hui parce que malheureusement, en train de travail, ma voiture est tombée en panne. Et vous savez ce que signifie la voiture est tombée en panne. Ça veut dire que j'ai beaucoup dépensé pour réparer la voiture et j'ai perdu du temps. Mais et j'avais de mauvaises humeurs, mais quand j'ai vu mes amis, je connais déjà quelques professeurs comme M. Mohamed El-Mansi, mon cher ami de la même ville de Zagazig, et qui m'a déjà donné la chance de participer à ces discussions. Et je connais Madame Rosa, bien sûr, elle est amie sur le Facebook. Et je crois que je connais aussi Madame Adrienne, je crois que c'est une amie sur le Facebook. Bonsoir, Madame. Pour le sujet de cette rencontre, les passions, quand j'étais enfant, comme tous les Égyptiens, comme tous les enfants en Égypte,
on adorait le football. On jouait presque tout le temps dans la rue. Les mères appelaient tout le temps, revenez, revenez, étudiez, faites le devoir. On avait l'oreille sourde, on jouait, on jouait, on jouait. Et vient en deuxième lieu la télévision. On passait beaucoup de temps à regarder la télévision, surtout les films. Les films en blanc et noir, surtout le comédien égyptien Ismaël Yassine, que j'aimais beaucoup. Quand je suis devenu adolescent, je commence à faire la pêche à canne. J'aimais pêcher des poissons. Je suis originaire d'un village et il y avait bien sûr un canal près de chez moi. Quand je suis devenu jeune, j'adorais les jeux de société avec les amis. On jouait aux cartes, aux échecs, aux dominos, etc. Mais après le mariage, Vous avez perdu tout. il y a une rupture. Pas d'amis. C'est travail 24 heures sur 24. Avec les enfants et les enfants, vous savez, Tout a changé. Entre la vie d'être isolé ou d'être seul, sans responsabilité. Maintenant, il faut comme travail pour avoir de l'argent. C'est le plus important pour la famille. Tout le monde voudrait gagner sa vie. Et vous savez, avec la Covid, tout le monde souffre. Mais la passion actuelle, pour moi, c'est les réseaux sociaux. En réalité, comme beaucoup de monde, je passe beaucoup de temps à suivre le Facebook, YouTube, etc. Et j'ai réussi à faire un réseau d'amis. Et dans le passé, je n'avais pas de relation avec le monde étranger. Mais grâce à ces moyens de rencontre et de communication et de contact, moi, j'ai réussi à faire des amis et c'est une chose très, très, très amusante. Je vous remercie. Je ne voudrais pas prendre le temps de mes collègues. Merci beaucoup. Merci, M. Mohamed, d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Inch'Allah, votre voiture sera réparée tout de suite. Ok, on passe le micro à Adrienne. Adrienne, bienvenue. Vous avez passé une journée très terrible, pleine de travail. Voilà, mais je travaille assez souvent, jusqu'à 19h ou 20h du soir. Pardonnez-moi d'intervenir, Adrienne. Est-ce que vous pouvez nous présenter vous pouvez, pardon. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Alors, je m'appelle Adrienne. Depuis peu de temps, je m'appelle Adrienne Girardet, le pauvre. Voilà, depuis 3 mois, on s'est mariés. Et alors, je suis professeure de français et économiste, et aussi cuisinière d'ailleurs. Et je gère une petite école de langue ici en Hongrie. Je suis hongroise. Voilà, et mes passions, quand j'étais jeune, je faisais du handball. Voilà, j'ai joué au total, je pense, 10 ans. Et niveau division 1, division 2, ça dépendait. Et après, j'ai joué aussi au football. Alors, quand j'étais jeune, c'était plutôt le sport. Et après, j'ai eu aussi une période de hard rock. Et après, le tango argentin. Voilà, il y avait des étapes assez différentes dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est le travail. Voilà, on a 2 chiens, on a le travail et on ne fait pas, surtout pendant la Covid, on ne fait pas grand-chose, mais on tourne des vidéos, voilà, on s'occupe de la langue française.
D'habitude, on voyage beaucoup. Et là, malheureusement, comme beaucoup de personnes, on est malheureusement bloqué. Oui. Ça passera. Ok, Adrien, vous avez bien sûr visité beaucoup de pays, Oui. bien sûr. Quel jeu ou bien quelle sorte de loisir plaît toujours aux femmes? Euh, en fait, moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé le Liban et je joue très bien au backgammon. Voilà, et j'ai joué plusieurs fois contre les Libanais. Et quand je les ai battus, ils étaient vraiment fous de rage parce que pour eux, c'était impossible qu'une femme joue peut-être un peu mieux qu'eux. Voilà. Pendant un certain temps, j'ai joué beaucoup au backgammon. Avec Philippe, on a visité aussi pas mal de pays parce que comme il organise des chasses, des pays comme Macédoine, c'est ça? Macédoine? Oui. Voilà, au Kazakhstan, en fait, des pays un peu plus intéressants que… C'est vrai que l'activité permet de voyager beaucoup. Enfin, permettait de voyager beaucoup, pardon. Mais on était souvent plutôt dans la forêt. Voilà, ce n'est pas la visite normale d'un pays, mais on rencontre quand même des gens. Et je pense que dans un pays, ce sont toujours les gens qui sont les plus importants ou plus intéressants. Et c'est pourquoi c'est bien de parler des langues, c'est pouvoir s'échanger. J'aime bien aussi visiter une ville, voilà, c'est la culture, mais pour moi, c'est beaucoup plus important de discuter avec les locaux. Monsieur Philippe a essayé un jour de vous persuader d'aller à la chasse avec lui. Adrien vient avec moi, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Je suis persuadé d'aller à la chasse avec moi. Oui. Oui, mais moi, je ne chasse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas voilà, à tirer un animal, mais la chasse, c'est beaucoup de balades, c'est la nature. Et les chasseurs, souvent, respectent beaucoup la nature. Qu'ils ont une attitude complètement différente qu'on pourrait croire. Avec des excès, comme dans toute catégorie sociale. Et la chasse photo, Adrien, peut-être, non? Pardon? La chasse photo pour Adrien. Oui, mais j'aimerais bien, mais elle n'y travaille pas beaucoup pour l'instant. Mais oui. Alors, Adrien, puisque nous parlons de la chasse maintenant, est-ce que c'est vrai ce que je vais dire? La femme cherche toujours à une seule chasse, c'est de chasser un bel homme. C'est vrai ou non? Le contraire. C'est vrai ou non? En fait, Philippe, c'est un excellent mari parce que c'est ma femme. Ça veut dire, il prépare le dîner, il fait le ménage et il apporte le café au lit. En fait, j'ai une femme parfaite. C'est pour ça que j'aimerais bien que ce Covid disparaisse très rapidement, que je puisse de nouveau repartir. Ok, bon couple. Ok, on passe à M. Mohamed Gibril. Monsieur Mohamed Gibril, c'est à vous, M. Mohamed. Parlez-nous de votre musique, vos instruments. Ah, on vous écoute. M. Mohamed. Oui, on vous écoute. Oui, très bien. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. Je suis très ravi vraiment de vous voir aujourd'hui, de vous faire connaissance. Alors, pour me présenter, je m'appelle Mohamed Gibril. J'ai 46 ans maintenant, à peu près. J'ai trois enfants, 2 filles et un garçon. Moi, quand je parle de mes passions, je vais mentionner un seul titre. C'est la musique, le chant, les chansons, même les OST, c'est-à-dire les original soundtracks, les opéras, les musiques de toutes sortes. Moi, chez moi, dans le PC, dans la mémoire de PC, il y a
plus que 100 gigaoctets de chansons. Alors, j'ai commencé à adorer la musique à l'âge de, disons, à 10 ans, par exemple. J'ai commencé par la radio. J'ai été très passionné par la radio, notamment le Radio de Caire et European Local Service of Radio Caire. C'est-à-dire la radio, toujours été ma première passion. Et à travers la radio, j'ai aimé la musique, le chant, et notamment le chant étranger, c'est-à-dire les chansons américaines. Et j'ai commencé par le pop, le soft pop, comme Michael Jackson, Madonna, Sandra, Modern Talking. J'ai même les tout premiers albums de tous ces artistes. J'ai le premier album de Modern Talking, le premier album de Sandra, etc. Puis, quand j'étais jeune, j'ai commencé à changer un peu le pop, puis j'ai écouté du rock, bien du hard rock, comme par exemple Def Leppard, comme il y a beaucoup de gens, comme Europe, comme comment dire, celui qui a chanté la chanson du film Robin Hood. Il s'appelle comment? Je ne me rappelle plus. Alors, laissez tomber. Puis, quand je suis entré à la période de l'adolescence, alors j'ai commencé à écouter quelque chose de plus brutal, de plus agressif un peu, comme le heavy metal, comme le rock, le heavy metal rock, comme par exemple Metallica, comme Pantera, Guns N' Roses, et puis Queen, etc., etc. Et à côté de ça, je n'ai pas laissé le chant arabe, la musique arabe, mais excusez-moi, je n'aime pas Umm Kulthum. Excusez-moi, je n'aime pas la personnalité, d'accord? Mais Farid El Atrache. Comment? Farid El Atrache. Oui, oui, je l'adore. C'est un grand compositeur, vraiment, mais on ne dit pas c'est un grand chanteur, mais parce que sa voix a quelque chose par rapport à sa voix, mais par rapport à sa musique, elle est vraiment géniale. Eh oui. C'était une génie, vraiment, un génie, vraiment. Ah, moi, personnellement, je crois que monsieur Francis nous parle du Caire. Oui. Oui. J'aime le chant. Comme Amri Diab, etc. Mais je préfère les chanteurs anciens le plus. C'est-à-dire d'accord. On ne peut pas oublier aussi que j'ai tant écouté des musiques classiques, de la musique classique, comme par exemple, j'adore Rimsky-Korsakov, par exemple, Sébastien Bach, Mozart, Chopin, etc. Même des toccatas, des sonatas, et même du chant italien, du chant espagnol. J'adore les Gypsy Kings, j'adore Andrea Bocelli, j'adore Rafael Lacarra. Par exemple, Rafael Lacarra, il y a une chanson très ancienne, je pense dans les années 60, 70, ça s'appelle A far l'amore come tu tout. Oui, n'est-ce pas? C'est ça, c'est juste Oui. Rosa? Rafael Lacarra, oui. Rafael Lacarra, oui, en italien, on l'appelle comme ça. Hein? Rafael Lacarra, je l'adore vraiment. Hein. C'est très amusant. Oui, à l'époque, j'étais très amoureux d'elle quand j'étais petit, hein, quand j'étais enfant. Alors, moi, j'adore toujours la nostalgie, c'est-à-dire je suis un peu nostalgique. Je vivais dans le temps comme Led Zeppelin, les années d'or du rock. Led Zeppelin, nous avons Black Sabbath, Deep Purple, les Beatles, Frank Sinatra, tous ces grands. Alors, après, quand j'étais adolescent, à l'âge de, disons, 15-16 ans, j'ai commencé à
m'orienter vers quelque chose pour jouer quelque chose de la musique. J'ai commencé à jouer de la batterie, mais j'ai pas acheté une véritable batterie. J'ai acheté juste deux. Les deux, comment on appelle comment en français? C'est les deux cannes, les petits, on dit petits baguettes ou petits quoi? Les baguettes, oui. Les baguettes, oui, les petites baguettes de la batterie. Et on a loué beaucoup de fois, c'est-à-dire on loue des heures, du temps dans des studios. Et on a enregistré beaucoup de chansons. Moi-même, j'ai chanté en français, en arabe, en anglais. Je chante très bien en anglais. Je chantais la chanson Hotel California, si vous la connaissez. Et en même temps, je joue à la batterie, c'est-à-dire je chante et je joue à la même temps. Et j'ai enregistré ça, mais où est la cassette, où est les trucs qui marquent ça, c'est perdu, malheureusement. Alors, j'ai aussi joué des rôles dans des pièces de théâtre en français. Quand j'étais en première année à la fac, j'ai joué un rôle intéressant et j'ai eu un prix. C'était le chef du jury à l'époque. Il était M. Rafik Sabban et j'ai eu un grand prix parce que j'ai chanté un poème d'un grand poète français du Moyen-Âge. Il s'appelle François Rabelais. J'ai chanté le poème qui s'appelle « Le temps a laissé son manteau ». Je l'ai chanté à la façon de Mawel égyptien. Et tout le monde a applaudi, vraiment, presque tout le monde. Et ils se sont debout en plus. C'est pour cela j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de trucs dans ma tête quand j'étais petit. Et après, pour le sport, j'adore la natation parce que mon père a beaucoup encouragé à faire ce sport-là. J'adore la natation, mais je la pratique seulement en été par exemple, parce que vous connaissez presque toutes les piscines en Égypte. Même les grands clubs ne sont pas vraiment très équipés à donner la chance bien à avoir des piscines avec des chaudières, des trucs comme ça. D'accord? Mais après le travail, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est toujours rien. Après le travail, il y a la femme. Il y a votre femme à la maison. Oui. Et parfois, il y a des fois que je sors avec mes amis et on va en voyage, par exemple, à Sinaï, au Sinaï, pardon. J'ai monté, par exemple, le mont Moïse jusqu'au bout, jusqu'au sommet. J'ai parcouru presque tous les déserts du Fayoum. La réserve de Wadi el-Hitan. Il y a tant de choses que j'ai fait à ce propos. Et après, ma fille aînée est fiancée maintenant. Elle est fiancée. Alors, je m'occupe maintenant de faire, comme vous savez, ces trucs, de m'occuper avec ces trucs, le mariage, oui. Mais ça va prendre un peu de temps, c'est-à-dire 1 ou 2 années. Monsieur Mohamed, mille merci. Faites attention à votre femme à la maison. Pourquoi? Ok. Parce que c'est l'essentiel. C'est notre rôle essentiel. C'est la famille, c'est la maison, c'est la femme. La femme est avant tout. Moi, je ne considère pas ça. Je ne trouve pas ça. Ça dépend. Ok. Ça dépend Monsieur Ahmed Youssef. Monsieur Ayman. Oui, monsieur. Moi, je suis Ahmed Youssef. Monsieur Ahmed, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Parlez de vos patients, si vous voulez.
monsieur, tout d'abord, bonsoir à vous. Monsieur Ahmed, s'il vous plaît, si possible d'activer votre caméra, s'il vous plaît. Activez ma caméra, d'accord? Oui, ça sera mieux. Hein. Si la caméra ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Commencez à parler, monsieur Ahmed. On vous écoute. Je pense que ça ne fonctionne pas, monsieur. Ok, monsieur. Vous parlez aujourd'hui de passion. Présentez-vous tout d'abord, monsieur Ahmed. Ok, moi, je suis Ahmed. Je suis égyptien. Je suis enseignant de la langue française. Je suis originaire de la ville de Chevenilcom. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette ville ou pas. Je cherche toujours à améliorer mon niveau en français. C'est pour cela que je suis ici parmi vous. Et vraiment, je suis très content d'être ici parmi vous parce que j'ai bien profité grâce à la présence de vous tous. C'est très bien de communiquer en français, d'échanger en français. Et je pense que c'est très utile pour moi. Parce que je suis en train d'améliorer mon niveau en français. D'accord? Oui. Monsieur Ahmed, comment vous passez vos loisirs, monsieur Ahmed? On parle des passions. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? Vraiment, monsieur, de l'enfance jusqu'à maintenant, ma passion, c'est le football. Je m'intéresse beaucoup à jouer le football, à encourager l'équipe de football. Je peux dire que le football, c'est ma passion, c'est mon préféré, le football. Avant, lorsque j'étais enfant, je commençais à jouer au football avec mes voisins. Ensuite, j'ai commencé à jouer dans un clip. Oui, même maintenant, je suis enseignant de français. Je pratique toujours ma passion préférée, le football, avec les élèves dans l'école. Ok, merci, monsieur Ahmed. Merci. Est-ce que quelqu'un, oui, Je voudrais ajouter quelque chose. Ok, monsieur Mohamed. Ok, c'est à vous, monsieur Mohamed. Je voudrais dire que nous, les Égyptiens, nous sommes kidnappés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous cherchons toujours à satisfaire tout ce qui nous entoure, nos enfants, nos parents. On cherche toujours à satisfaire nos parents jusqu'à l'université. Après qu'on finit ses études à l'université, on cherche à faire une famille, on cherche à travailler. Pour moi, je travaille de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures. Imaginez, je travaille 6 heures, je suis obligé de travailler pendant toute cette période pour gagner ma vie. Tout ça pour manger seulement ou pour faire manger ma famille. Donc, je n'ai pas le temps de pratiquer mes passions. J'aime écrire, j'aime lire, j'aime être en contact avec mes amis dans le monde. J'ai des amis au Canada, j'ai des amis en Belgique, en Italie, en France. Mais je ne peux pas être en contact toujours avec eux. Je ne peux pas écrire un poème ou bien le poème que j'aime. Je n'ai pas la mentalité qui me permet de faire ça ou bien le temps de le faire. Je pense tout le temps à comment gagner ma vie. Et pour cela, j'ai décidé de quitter le travail au gouvernement et travailler librement. Et en 2006, j'ai eu la chance de voyager en Espagne, passant par l'Italie. Pendant ce voyage, c'était un voyage pour le plaisir, pour passer un temps à l'aise. Mais tout le temps, je téléphone à la maison,
aux élèves, à mes adjoints qui m'aident à faire mon travail. Et comment ça se passe? Tout se passe bien. Et on ne sent jamais à l'aise. Et vraiment, je vous invite, vous les étrangers, quand je vous vois dans les sites touristiques, je vois que vous êtes à l'aise, que vous êtes reposé. Vous passez votre temps, vous jouissez tous les moments que vous passez. Mais nous, non. Pourquoi? Parce qu'on cherche à gagner sa vie. Et je ne peux pas, ou bien je n'ai pas le droit d'être malade pour quelques jours. Ce n'est pas mon droit. Je n'ai pas le droit de l'être. Cette semaine, j'ai passé quelques ou bien plusieurs temps au lit parce que j'étais malade pendant longtemps. Et tout le temps, mes élèves téléphonent, monsieur, nous avons un cours aujourd'hui. Monsieur, nous n'allons pas prendre. Qu'est-ce que nous allons faire? L'examen s'approche. L'examen, monsieur, je dois me lever de bonne heure pour faire ce travail. Mais laissons-nous à partager l'écran. Laissez-moi, monsieur Hillel, et je vais vous faire écouter cette chanson dont j'ai parlé. On change un peu. Monsieur Mohamed, on peut le mettre pendant la prochaine rencontre. C'est possible? Parce que nous avons... une minute. Nous avons une minute? Ok, ça va. On va s'arrêter après cette belle chanson. On va recommencer, Inch'Allah, notre troisième rencontre. Après cette belle chanson, on va recommencer de nouveau. On va vous envoyer le lien. On va discuter pendant la prochaine rencontre. On passe à notre deuxième question. Les patients servent-elles l'acte d'enseignement? Oui ou non? On commence avec Monsieur Francis. Ensuite, on pose la même question à Monsieur Philippe. Je n'ai pas compris la question, pardon, Hilal. Les patients servent l'acte d'enseignement. Est-ce que les patients aident l'élève à apprendre? Est-ce que les patients jouent un rôle très important dans l'acte d'enseignement? Monsieur Hillel, vous pouvez éloigner le micro un peu de votre bouche? Ok. Oui. D'accord. Alors, pour moi, bien sûr, tout à l'heure, je crois que c'est Mohamed qui parlait de sa passion pour le théâtre. Moi, j'ai aussi depuis toujours une passion pour le théâtre, aussi bien pour aller voir des pièces de théâtre que pour monter des pièces de théâtre. Et j'ai créé une troupe de théâtre à Paris, à la Sorbonne, une troupe qui s'appelle l'Entracte, et tous les ans, j'ai monté une pièce de théâtre. Et notamment, par exemple, il y a quelques années, j'avais monté une pièce, ça c'est pour
Rosa Maria, j'avais monté Eduardo De Filippo, samedi, dimanche, lundi. Et j'ai monté bien d'autres pièces de théâtre. Et moi, ce qui m'intéressait dans le travail théâtral, c'est de faire comprendre ce que l'on appelle en sociologie l'articulation entre l'acteur et le personnage. C'est-à-dire la théorie des rôles. Nous sommes, par exemple, je dis souvent à mes étudiants, je ne suis pas professeur. J'ai le rôle de professeur. Heureusement que je ne suis pas professeur. J'ai bien d'autres identités. Je suis le mari de ma femme, je suis le père de mes enfants, je suis l'ami de mes amis, je suis le fils de mes parents, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai plusieurs facettes. J'ai un rôle de professeur et comme un comédien qui va sur scène, eh bien, je me prépare dans la coulisse pour jouer au mieux ce rôle, mais en aucune façon je vais coller au masque. C'est-à-dire que je vais avoir une petite distance entre le masque de professeur que je suis en train de jouer et le Francis Yesh que je suis, de façon à pouvoir effectivement emmener les élèves avec moi dans le plaisir, là où je veux les emmener. Et cette articulation, cette distance de l'acteur Francis Yesh au personnage que je joue, professeur, le personnage du professeur, est quelque chose qui est difficile à comprendre au départ par les élèves parce qu'ils pensent que c'est un manque de sincérité ou d'authenticité, alors que non, c'est simplement que j'essaye de jouer au mieux le rôle qu'une société demande, avec différentes attentes croisées, les attentes des étudiants, les attentes de l'institution, de mes collègues, des parents d'élèves, etc., etc. Et je pense que plus on a compris qu'on joue des rôles, plus on va être efficace en tant qu'enseignant. Parce que toutes les fois où effectivement un élève risque d'attaquer le rôle du professeur, en réalité, ce n'est pas moi qui l'attaque, c'est ce que je représente qu'il peut attaquer. Et donc, moi, j'ai voulu en réalité monter une troupe de théâtre parallèlement à mon cours en amphithéâtre sur un cours d'anthropologie de la communication, où notamment j'aborde les questions de ce qu'on appelle l'interactionnisme symbolique d'Irving Goffman, c'est-à-dire le fait que le moi n'est pas endogène mais exogène. Le moi est le produit d'un spectacle mais n'est pas quelque chose d'endogène comme le pensait Freud. C'est quelque chose qui… Je ne peux pas exister sans le regard des autres. Voilà. Et donc, on est au fond, où que l'on soit, on est toujours sur une scène. Et moi, le travail théâtral, le jeu d'acteur, moi j'ai appris le travail. J'ai eu comme professeur en théâtre un Palestinien absolument génial qui était venu en France pour se perfectionner au jeu théâtral chez Ariane Nouchkine et à l'école de Koch. C'est un comédien qui s'appelle Salim Dao, qui est très très connu alors
en Palestine, en Israël, voilà. Il a fait beaucoup de films et c'est lui qui m'a fait comprendre de l'intérieur ce que je connaissais intellectuellement, à savoir cette distance de l'acteur au personnage par le jeu de masques. Il nous faisait jouer avec des masques de commedia dell'arte, avec des masques neutres, avec des masques pleins, et j'ai compris cela, et c'est quelque chose qui me paraît très très important dans mon enseignement. Voilà, j'ai été un peu long, pardon. Non, à votre guise. C'est très sympa, oui. Merci, monsieur Francis. Monsieur Philippe. Monsieur Philippe. Je suis à vous. Oui, merci. Non, mais je rejoins complètement Francis sur quelque part le jeu de rôle, les différentes facettes de l'humain qui sont importantes. Et je vais parler plus aussi de passion. Le jeu de rôle se passe bien, la communication est efficace à partir du moment où il y a une vraie passion derrière. Donc, les gens passionnés passent des messages pour comprendre et font apprendre et même permettre aux élèves, dans le cas des élèves, mais aussi dans le cas du travail, aux collègues, de se perfectionner. Donc, la passion est très importante. Aujourd'hui, on voit, quand on regarde bien, mais c'est aussi lié à l'âge, on s'aperçoit que quand vous regardez les gens en face de vous, quand vous regardez, moi, c'est peu le cas parce que. Oui. Ça marche toujours? Oui, on vous écoute. Oui. Continue. Oui, quand j'écoute, de moins en moins, mais la radio, quand je regarde la télévision, je suis désolé de dire ça. Alors, c'est peut-être là, je deviens de plus en plus peut-être intransigeant, mais on voit des gens sans réelle passion, des gens qui font passer un message, voilà, sans plus. Et je pense que ce message ne passe pas ou passe très peu. Donc, il est important aujourd'hui d'être passionné. Alors, je suis un petit peu pessimiste et je vais vous laisser là-dessus parce que malheureusement, j'ai quelque chose à faire. Mais j'ai un petit peu peur qu'aujourd'hui, le fait que la société devienne peut-être, à mon goût, de plus en plus impersonnelle, fait qu'on a de moins en moins de gens passionnés. Et heureusement, il y en a plein et vous en faites partie. C'est vrai. Merci. Je crois que, oui, monsieur Mohamed, oui, ajoutez-moi 2 minutes, s'il vous plaît, parce qu'on doit passer le micro à Madame Iman Abdel Nasser et à Rosa Maria. Okay. Je voudrais dire que le théâtre joue un rôle très important dans la vie éducative. Pour moi, j'ai déjà écrit une pièce de théâtre sur le bassin composé. Nos élèves n'aiment pas étudier. Pour cela, on cherche toujours à les faire étudier. J'ai imaginé qu'il y avait un royaume dont le roi est décédé et a laissé 2 petits. Le grand, c'était avoir et le petit, c'était être. Et le grand sait toujours qui a raison. Et c'est un jeune qui ne sait pas le sens et et cherche à perdre la richesse de son père. Pour cela, il a décidé de faire un coup d'État contre son grand frère. Mais le grand frère a connu le coup d'État. J'ai distribué le rôle à mes élèves et le scénario. Et nous avons fait la pièce de théâtre sur le théâtre de l'école.
et, et, et prendre les élèves à quelque chose qui se viennent les champs feuilletons. Il étudie toujours et étudie a beaucoup lié cette règle et par conséquent, j'ai réussi à les faire apprendre ça. Merci, Monsieur Hélène. Monsieur Mohamed. Madame Imen. Madame Imen. Madame Imen, activez le micro, s'il vous plaît. Madame Imen Abdel Nasser. Madame Imen. Activé, Ok, oui, maintenant, je vous entends maintenant. Vous croyez que les patients aident l'élève à apprendre quelque chose, aident le prof aussi à faire transmettre son idée ou bien son message? D'abord, je pensais que vous parlez de la passion du professeur, c'est-à-dire les passions du professeur aident dans l'enseignement, l'aident à bien faire passer le message. C'est ça la question ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, tu dis la passion aide l'élève aussi. Je ne suis pas sûre. Bon, je parle de moi-même. Moi-même, je suis pas comme Monsieur Yacha a dit qu'il y a un masque en étant et qu'il joue le rôle de professeur. Moi, je pense que le professeur est inné dans moi. J'aime bien expliquer tout le temps, même en n'étant pas en situation d'enseignement. C'est-à-dire, même avec mes amis, s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, qui ne comprend pas une règle de grammaire arabe ou je ne sais pas quoi, même avec mes enfants, mes sœurs, je suis tout le temps, j'aime bien aider les gens, j'aime bien expliquer si j'ai comment dire, si j'ai des connaissances, j'aime bien à transmettre ces connaissances. Je trouve ça inné en moi. Je fais ça comme ça, sans préparer. C'est-à-dire, je suis tout le temps dans la situation de professeur sans faire semblant de faire professeur. Donc, je suis très amie avec mes étudiants parce que je fais ça comme ça, comme si je respire. Je suis tout le temps, j'aime bien enseigner, j'aime bien être avec mes étudiants, j'aime bien leur apprendre à bien prononcer, à bien lire les poésies, à sortir même s'il y a par exemple une conférence ou quelque chose dans une autre ville, j'essaye de grouper tous les étudiants et de partir ensemble, de partir avec eux, de faire le voyage avec eux, sympathiser tout le temps. Donc, je trouve, ma passion, c'est aussi l'enseignement, c'est-à-dire, j'aime bien enseigner en relation. Donc, je fais ça comme ça et je pense que ça arrive, cette sympathie entre moi et mes étudiants, ça arrive facilement parce que je pense que c'est inné en moi. J'aime bien mes étudiants et eux aussi, je pense qu'ils m'aiment bien. Et je pense que mes patients, les choses que j'aime, quand je les fais avec mes étudiants, quand je fais du ping-pong, quand on est en voyage ou quand on sort ensemble ou quand on fait des promenades ensemble ou quand on est dans une conférence ensemble, on fait les photos ensemble, on écoute ensemble, je leur explique et tout ça. Je pense que ça arrive facilement puisque c'est inné. Je pense qu'il n'y a pas de barrière et je pense que oui, ça aide quand on a une passion, oui, bien sûr, ça aide. Si. Les étudiants. Merci. Mes étudiants m'aiment beaucoup aussi et j'aime beaucoup aussi mes étudiants.
Oui, je sais. Non, je dis que c'est une différence de voir les choses comme, c'est-à-dire en Et différent. oui, mais c'est parce qu'on ne s'entend pas sur la définition de ce que c'est que jouer un rôle. En Oui. réalité, moi, je crois que vous jouez parfaitement le rôle d'enseignante. Mais Oui. bien Mais, sûr, et c'est-à-dire que quand je dis qu'on a un masque, c'est-à-dire que vous ne vous adressez pas à vos élèves comme vous vous adressez à vos amis, à votre mari, à vos enfants, à vos parents. Vous n'avez pas le même code, vous n'utilisez pas le même code, les mêmes manières, il y a les mêmes oui. rites, etc. C'est-à-dire que vous maîtrisez la définition de la relation qu'il y a entre vous et les élèves. Parce que euh, si vous êtes une bonne enseignante, ce que je crois, et Hilal nous l'a dit la semaine dernière, à quel point vous êtes une enseignante exceptionnelle, c'est que vous ne perdez jamais de vue l'apprentissage, l'enseignement. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser déborder par des élèves qui, effectivement, voudront peut-être avoir une autre relation avec vous, vous faire sortir de votre rôle de professeur. Vous garderez votre rôle de professeur. Et, lorsque je disais qu'il y a une articulation du moi entre l'acteur et le personnage, c'est qu'il ne faut jamais perdre conscience quand on est sur une scène, qu'on joue un rôle. Je vais vous donner un exemple. Si un comédien doit jouer un rôle d'un personnage violent, s'il arrive sur scène et qu'il est hyper violent et qu'il ne contrôle pas le rôle, le personnage, les gens vont avoir peur et on ne croira plus au rôle. Si en revanche, il se démarque entre l'acteur et le personnage et qu'il prend un plaisir fou à faire croire au spectateur qu'il est le personnage violent, mais qu'il contrôle. Et s'il donne un coup à un partenaire, on ne va pas appeler l'ambulance parce que on sait qu'on est dans le cadre d'un jeu et qu'il contrôle le personnage, qu'il contrôle le rôle. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir croire au personnage violent qu'il joue, parce qu'on va être confortablement installé. Quand moi, je joue le rôle du professeur, les élèves savent que je suis bien plus riche que le simple personnage, enfin simple, c'est pas si simple, mais bien plus riche que le professeur que je leur représente. Et d'ailleurs, ils vont avoir envie, peut-être de temps en temps, de sortir du rôle. Et moi, ça m'arrive effectivement de temps en temps d'aller boire un café avec eux, de discuter. Je suis plus le professeur à ce moment-là. Bon, mais c'est ça que je voulais dire. Pardon, hein, mais c'est ça que je voulais dire. Et moi, j'ai, comment dirais-je, je pense que j'aime mes étudiants et qu'ils m'aiment, mais en l'occurrence, quand j'entre dans un amphithéâtre ou quand j'entre dans une classe, chut, immédiatement, ça se met en place, les élèves font silence, s'ils doivent parler, je les écoute, mais en tous les cas, ils m'écoutent. Voilà, c'est ça c'est comme dans une salle de théâtre, une salle de spectacle. Vous allez au spectacle, quand la lumière s'éteint et que l'acteur commence à parler, vous l'écoutez. Eh bien, je pense que c'est la même chose. Les règles de jeu, quoi, comme vous l'avez dit. Oui.
Monsieur, Voilà, il faut juste Monsieur Francis, Iman, il faut juste s'entendre sur oui, Monsieur Mohamed. le rôle. Je suis obligé de quitter, excusez-moi. Pas de souci, oui, Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, pas de souci. Monsieur Francis, oui, tfadal. Vas-y, Monsieur Mohamed. Allez-y. Je vais remercier. Je dois quitter, je suis très fatigué. Mais moi aussi, je vais quitter bientôt. Bonne santé. En tout cas, nous avons 15 minutes, on va terminer. Monsieur Francis, comme professeur, je dois garder plusieurs relations et plusieurs contacts avec mes élèves en classe et en dehors de la classe pour bien réussir. C'est oui ou non? Moi, j'ai pas d'opinion définie sur la question. Les relations personnelles avec des élèves, moi, je peux en avoir, par exemple, dans le cadre d'un atelier de théâtre ou dans le cadre d'un atelier d'écriture, où là, effectivement, on aborde des choses un peu plus personnelles. Ça m'arrive, en fait, quand j'ai des étudiants pendant 2 ou 3 ans, parce que dans le domaine de la communication, c'est un peu un rituel, je sens au bout de 2 ans, de 2 ans et demi, il y en a qui ont envie de m'appeler Francis et parfois de me tutoyer. Et il y en a, et ça arrive. Au bout de 2-3 ans, et je ne l'interdis pas du tout, et j'ai certains de mes anciens étudiants qui sont devenus des amis. Mais mon but premier, c'est pas qu'ils deviennent mes amis. Moi, je leur dis d'ailleurs au départ, parce que parfois j'ai des problèmes avec un élève qui ne veut pas travailler et avec lequel je vais être sévère, je vais lui dire, moi, le fait que vous m'aimiez ou non, ce n'est pas pour moi le problème central. Si vous m'aimez bien, tant mieux. Si vous ne m'aimez pas, c'est un peu dommage parce que c'est vrai, quand on aime un professeur, c'est plus facile d'apprendre. Quand on ne l'aime pas, c'est plus compliqué. Mais moi, mon travail, c'est de vous enseigner des choses et de faire en sorte que vous deveniez un peu plus instruits dans le monde et des citoyens un peu mieux instruits. Donc, oui, il y a des étudiants avec lesquels je peux avoir finalement, au bout d'un certain temps, quand la confiance s'est installée, avoir des conversations un peu plus personnelles. Lorsqu'ils m'invitent, par exemple, à certaines fêtes, ils se rendent compte que le professeur Yesh, il adore danser. Le rock, la salsa, la bachata, tout d'un coup, ils se disent « Quoi, c'est pas possible, le prof, on ne le voyait pas comme ça ». Mais ce sont des moments, effectivement, où le masque, on le met de côté et on dit « Bah ouais, moi j'adore danser ». Et donc, ce sont des choses différentes. Mais a priori, je ne cherche pas à avoir des relations forcément toujours sympathiques ou, j'allais dire, démagogiques avec les élèves. Je pense que les élèves, très rapidement, me respectent, je les respecte. Ils savent que le travail que je fais, c'est pour leur permettre de s'élever, de devenir ce qu'ils veulent devenir dans la société. Et voilà. Mais je n'ai pas forcément le désir de développer. J'ai des anciens amis, des anciens étudiants, ils sont devenus des amis. Voilà. Mais j'aurai 70 ans le mois prochain.
Et donc, ça fait 50 ans que j'enseigne. Et donc, j'ai développé des amitiés avec des anciens étudiants. Ai-je bien répondu, monsieur? Oui, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Ah, Rosa, c'est Rosa? Rosa Maria? Rosa? S'il vous plaît, désactivez le micro. Oui, Fermez le micro, s'il vous plaît. Rosa, qu'est-ce que vous pensez de patients? Est-ce que les patients aident les élèves à apprendre? Est-ce que les patients nous aident à faire transmettre notre message? C'est à vous. Alors, sûrement, si le professeur est passionné de son travail, sûrement les élèves vont aimer la matière, vont aimer ce qu'on enseigne. Mais les élèves, au moins mes élèves qui ont de 10 à 13 ans, ont besoin parfois de connaître aussi les professeurs comme personne en dehors de la classe. Je m'explique mieux. Quand je suis habituée à organiser des voyages à l'étranger avec les élèves à Nice pour faire des vacances linguistiques, on dit comme ça, ou en Turquie pour des summer camps. Alors, quand je rentre, ils me disent, « Madame, mais je ne pensais pas que vous étiez comme ça. » Quoi? Parce que vous êtes différent que quand vous êtes en classe. Alors, je partage bien ce qu'il a dit, Monsieur Francis. C'est vrai. À l'école, j'ai joué le rôle du professeur. Quand je suis dans un autre contexte, même avec les élèves, et les élèves apprécient l'autre côté. Et quand je rentre à l'école avec les mêmes élèves, je vois les regards différents. C'est-à-dire, ils ont apprécié moi comme, je ne sais pas, comme une autre personne, mais quand je me retrouve en classe, ils me regardent un peu comme ça, mais c'est elle ou non? Donc, je m'aperçu qu'en effet, on joue des rôles différents. Pour les patients, oui, je suis sûre que j'ai dit aussi à mes élèves comme à mes enfants qu'il faut cultiver toujours les passions. Les passions nous aident à vivre bien, à jouir de tous les moments. Parce que les passions, si on aime ce qu'on fait, c'est comme qu'on ne travaille pas. Voilà. Moi, j'entre en classe et je suis toujours contente. Et si j'ai quelque chose, les élèves s'en aperçoivent tout de suite. Ils me disent, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Alors, je change. Je dois m'efforcer à jouer ces rôles. Et c'est la passion qui gagne toujours. Et j'ai la chance de faire un travail pour lequel je me suis préparée et surtout dont j'éprouve une grande passion, un grand amour. Sans ça, je pense, sans cela, c'est terrible. Je ne peux pas imaginer de faire un travail si on n'a pas une passion. Ce sera un désastre. Et moi, j'en ai perçu souvent des collègues, parce que il m'est arrivé d'assister à des cours, et ils ont, par exemple, des problèmes de discipline avec leurs élèves, parce qu'ils ne savent pas transmettre cette passion. Même dans les gestes, dans les regards, dans la voix, il faut toujours, même si on les fait sans penser, il y a quelque chose que les élèves comprennent. Et c'est l'amour qu'on a, qu'on transmet à travers la passion. Alors, vous voulez dire qu'on doit garder le son? Obligé de vous abandonner, les amis. Au revoir, Francis. Monsieur Francis, avant de nous quitter, pour la semaine prochaine, Inch'Allah, notre sujet à discuter, c'est quoi? C'est racontez-nous deux situations différentes
dans votre vie qui vous a, qui vous ont donné de la morale, de la vertu, de la moralité, de situations différentes. Ces situations nous a donné de la morale, de la vertu ou bien de la moralité, mais deux situations différentes. Eh bien, C'est clair. c'est du travail, là. Hein. Alors, vous allez choisir deux situations à travers lesquelles vous avez gagné de la morale, de la vertu ou bien de la moralité. Mais deux situations différentes. Oui, c'est supposé que Vous êtes d'accord ou non? c'est supposé que j'ai de la morale. Une remarque. Oui, Madame Iman. On va écouter la remarque de Madame Iman. Ensuite, on va passer à Adrienne pour mettre fin à notre rencontre aujourd'hui. Oui, c'est à vous, Madame Iman. Oui. À tout à l'heure, Monsieur Francis. Merci. Oui, Madame Iman. Je demande seulement si c'est des situations qui nous ont marqués. Oui, deux situations remarquables. Oui. Deux situations inoubliables. Oui, Adrienne. Adrienne. C'est le mariage, bien. Oui. Adrienne, c'est à vous. En fait, je pense que Mohamed Gabriel voulait nous jouer de la guitare. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, parce qu'il avait sa guitare tout à l'heure. Monsieur Mohamed. Gabriel, on peut chanter la Raffaella Carrà. En fait, c'est la guitare de ma fille. D'accord, seulement, j'ai connu une On seule. peut jouer Tanti auguri de Raffaella Carrà. Alors, on vous écoute, monsieur. Seulement. Chantez-nous quelque chose. Oui, Madame Iman. Je crois que Madame Iman Abdellah, si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, on passe le micro à Adrienne. Adrienne, c'est à vous de nous expliquer est-ce que les patients jouent un rôle dans l'acte d'apprentissage ou non? Jouer un rôle, mais ce que j'aime beaucoup utiliser avec les élèves, c'est surtout l'humour. Voilà, je pense que ça fonctionne très bien quand on les amuse pendant les cours. Voilà, c'est oui la passion. S'ils voient qu'on est enthousiaste pour les cours, c'est sûr que ça les motive aussi à participer. Voilà, si on est souriant, etc., pas forcément passionné, mais oui passionné aussi. Mais notre attitude influence bien sûr l'attitude de l'élève en face. Alors moi, vous ne bougez plus. Alors je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Moi, je ne vous entends plus. Alors je donne la parole aux autres. Non, on vous écoute. On vous écoute. Adrienne, oui. Oui, on vous écoute. L'Internet n'est pas... Non, mais il y a une mauvaise connexion. Oui, c'est une mauvaise connexion. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Ok, merci, mais gardez-nous, restez avec nous. Monsieur, qui veut intervenir pour mettre fin à notre rencontre aujourd'hui? La porte est ouverte. Qui veut ajouter quelque chose, qui veut faire un commentaire, qui veut ajouter quelque chose? Monsieur Elad, je voudrais dire